Né à Stagire et fils de Nicomaque, médecin du roi de Macédoine, Aristote a joué un rôle prépondérant dans la structuration de la conscience occidentale. Il a accordé une grande importance au désir de savoir, à la recherche du bonheur et à l'action. En tant que fondateur du lycée à Athènes et disciple de Platon, il a lancé l'aventure de la métaphysique et a réfléchi sur l'organisation globale des divers domaines de connaissances. Bien qu'on lui ait reproché par la suite certains blocages liés à sa doctrine des 5 éléments et de sa physique des essences, il a libéré la connaissance des conceptions mythiques et a contribué à l'émergence de l'esprit scientifique. 1. Le désir de savoir. Aristote a posé la proposition décisive selon laquelle tous les hommes désirent naturellement savoir. Cette idée a façonné l'esprit de recherche qui anime toute quête de connaissance. Elle souligne que l'homme est essentiellement en quête de la connaissance rationnelle de l'absolu, marquant ainsi sa nature intrinsèquement curieuse. Loin d'être une âme exilée dans un corps, l'homme d'Aristote est étroitement lié à la nature et est un être vivant par excellence. Doté de capacités spécifiques dès le stade les plus primitifs, l'homme trouve du plaisir dans des activités telles que la contemplation. Ce statut a permis de créer une pyramide du savoir, organisée selon des degrés discontinus en fonction de la proximité, des causes, du pourquoi, des fondements et de la raison d'être. Alors que l'art est encore une disposition accompagnée de raisonnements portés sur l'individuel et orientée vers la production, la science atteint l'universel en connaissant par les causes et en pouvant être enseignée. 2. Le discours sur la réalité naturelle. Aristote considérait les réalités naturelles en devenir comme des objets de connaissance théoriques, organisées et cohérentes. Contrairement au discours vulgaire ou mythique, ce qui devient n'est pas une simple apparence éphémère, car ce qui surgit en acte a d'abord existé en puissance, ce qui est loin d'être négligeable. La réalité physique est un composé de matière et de forme. Prenons l'exemple d'une sphère d'airain. Sa forme, la sphère, est éternelle et non engendrée, mais sa matière ne peut être considérée séparément, car l'airain est déjà un composé. La matière est donc le principe d'indétermination, une pure puissance des contraires. Ce qui existe est donc le résultat de ce composé. Ce principe est également évident dans le travail artistique, qui nécessite de suivre les données et les principes de la nature, et donc de l'imiter. Par exemple, une statue d'Hermès a 4 causes. La matière, la forme, la cause efficiente et la fin. La différence entre les objets artistiques et les êtres vivants réside dans le fait que ces derniers possèdent en eux-mêmes le principe de leur mouvement. Le discours sur le langage. 3. Pour qu'il y ait du discours, le langage doit exprimer l'être sans se confondre avec lui. Si nous ne respectons pas leur distinction, qui permet l'articulation discursive, l'alternative du vrai et du faux devient impossible. C'est pourquoi Aristote a disséqué le langage, jetant les bases de la logique en énonçant les principes de non-contradiction et du tierce exclu, en analysant le fonctionnement de la proposition et en formalisant les règles du raisonnement. Le syllogisme est ainsi devenu, pour longtemps, l'instrument spécifique de la science et de l'enseignement, car il démontre la vérité en reliant 2 termes par la médiation d'un 3e. En revanche, la dialectique ne produit que des conclusions probables, grâce à la confrontation des opinions dans le dialogue. Quant à la rhétorique, elle vise à établir une relation vivante avec l'auditeur, en prenant en compte l'ensemble de ses émotions. 4. Le problème de la métaphysique. Bien que la réalité physique ne représente pas l'intégralité du réel, il est difficile de déterminer quel disciple peut atteindre ce qui n'est pas physique. Aristote a identifié ce domaine comme étant celui de la métaphysique. Cependant, cette notion a donné lieu à des interrogations, car elle peut désigner ce qui est exposé et enseigné après la physique, mais également ce qui est hiérarchiquement supérieur, au-delà de la nature et séparé de la matière. Aristote a souligné la nécessité de créer une science des objets les plus élevés, mais a confronté la difficulté de déterminer quels étaient ces objets. Doit-on les caractériser par leur primauté ou par leur universalité ? En mettant l'accent sur ce qui est premier, la science suprême serait la théologie.
Après tout, la science la plus divine ne serait-elle pas celle que possède Dieu et qui traite des choses divines ? L'être divin n'est pas assujetti aux catégories de quantité, qualité, temps ou lieu, comme les autres êtres. Il est étranger à la naissance, au devenir et à la mort. Il est la cause suprême, le premier moteur qui anime tout le reste. Cependant, si l'on privilégie l'universalité de l'être, la science suprême serait l'ontologie, la science de l'être en tant qu'être. Mais son objet est-il constitué par l'être commun à tous les êtres, les principes premiers, ou les réalités séparées ? En rejetant la doctrine platonicienne des idées, des formes hypostasiées séparées du réel, Aristote met en évidence la difficulté de la philosophie, tiraillée entre le discours sur l'être et la théologie, qui concerne également l'être mais en tant qu'être réel. Bien que notre science puisse faire de cette unité un modèle et une mesure, elle doit néanmoins s'accommoder de cette division. 5. L'homme et l'action. Pour Aristote, l'homme est un être vivant complet et non une émergence résultant d'une réduction du supérieur à l'inférieur. Loin de considérer que l'homme a des mains parce qu'il est intelligent, il affirme plutôt que l'homme est intelligent parce qu'il a des mains. L'âme n'est plus une entité séparée et en chute, mais elle est la forme du corps, indispensable à sa définition même. Chez l'homme, l'âme englobe toutes les fonctions, végétatives, sensitives et intellectuelles, avec une partie passive, une autre active et transcendante de nature divine. Cette anthropologie permet de réexaminer les grandes questions éthiques. Contrairement à Platon, qui pose un bien en soi, radicalement séparé et inaccessible, Aristote définit tout bien comme une fin, qu'elle soit alimentaire, professionnelle ou spirituelle, par exemple. Cependant, tous ces biens ne se valent pas, certains étant relatifs et d'autres absolus. Selon Aristote, le bien suprême pour l'homme est le bonheur. Tout le monde recherche le bien, mais tout le monde ne parvient pas à trouver le bon, car il est facile de confondre un bien relatif avec le bien absolu. Pour atteindre le bien, il faut agir conformément à la raison, c'est-à-dire devenir vertueux. Qu'il s'agisse de vertu morale ou intellectuelle, elle permet d'articuler concrètement la nature, l'éducation et la raison. Issue des bonnes habitudes, la vertu produit chez l'homme une seconde nature. Définie comme un juste milieu entre des vices antagonistes, la vertu morale n'est en aucun cas une médiocrité modérée. Par exemple, le courage s'oppose à la fois à la lâcheté et à la témérité, sans être la simple moyenne arithmétique entre les deux. La vertu est le sommet d'éminence, l'optimum, la seule conduite vertueuse face à la multiplicité des comportements vicieux. Comme la conduite vertueuse correspond parfaitement aux exigences de l'essence humaine, elle est couronnée de plaisir. Cette idée peut sembler étrange au premier abord, compte tenu du procès que l'hédonisme fait habituellement à la morale. Cependant, en comprenant la véritable nature du plaisir, on réalise qu'il n'y a pas de contradiction. En effet, le plaisir n'est pas une fin en soi, ou une réalité séparée, mais plutôt une récompense, un supplément gratuit qui vient enrichir l'activité. Ainsi, le plaisir n'est pas opposé à l'activité vertueuse, mais lui offre le meilleur support possible. Paradoxalement, c'est en faisant de l'exclusivement du plaisir l'objectif que l'on ruine le plaisir en pervertissant sa nature et sa fonction. Le plaisir se déploie pleinement lorsqu'il s'ajoute à l'acte, comme la beauté pour ceux qui sont dans la fleur de la jeunesse. 6. La vie dans la cité. L'homme est un être de médiation dont l'existence nécessite un cadre approprié, la cité. Aristote le considérait comme un animal politique, affirmant qu'un homme sans cité serait un dieu ou une brute. La cité ne se limite pas à une simple société animale, elle requiert une organisation et des institutions résultant de la liberté et de la raison. La clé de voûte de la cité est la justice, dont le ressort est l'égalité. Qu'elle soit proportionnelle ou géométrique, selon qu'il faut rendre inégalement ou inégaux, en fonction du mérite et du travail, ou égaler arithmétiquement les droits de chacun sans distinction, comme dans le cas des crimes et des délits. La justice est une vertu totale, car elle implique une relation avec autrui. Cependant, l'idéal suprême de la cité est l'amitié.
Une cité simplement juste, sans amitié, serait inhumaine. Et si l'amitié régnait, la justice serait superflue. 7. Le bonheur suprême. Il ne faut pas se leurrer. La plupart des hommes ne sont pas capables d'être philosophes et ne deviendront que de bons citoyens. Le bonheur suprême est réservé à la mince élite qui se consacre à l'activité contemplative de l'esprit, représentée par le nu, la partie supérieure et proprement divine de l'âme. Cette activité occupe le premier rang car elle est, pour elle-même, contrairement aux activités utiles qui sont entreprises pour atteindre autre chose. En s'engageant dans cette activité, l'homme peut atteindre un bonheur suprême, accompagné d'un plaisir inégalable, en proportion de l'activité déployée. Cette conclusion est logique, mais elle nous conduit à un paradoxe étonnant. Au moment où l'homme atteint sa fin suprême, il la dépasse et devient plus qu'un homme. En effet, une telle fin n'est plus purement humaine, mais divine. Il semble donc que l'homme soit l'être qui doit devenir plus que lui-même pour être lui-même. La mesure de l'homme soit-elle la démesure? La vie n'est pas écartelée entre deux mondes séparés, comme chez Platon, mais elle ne serait pas la vie, sans cette tension intérieure. Justement, Platon, lui, tire ses enseignements de Socrate. Si cela vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo sur lui. Sur ce, au revoir, et à bientôt.